Bonjour tout le monde! Donc, je vous fais une autre courte vidéo parce que j'ai eu en fait plusieurs commentaires dans le questionnaire qui me disaient je ne sais pas comment répondre aux élèves, j'ai aucune idée, c'est quoi les bonnes réponses à leurs questions. Donc, je vous ai fait une petite présentation. Donc, je me permets de vous présenter mon écran. Et voilà. Donc, euh, je suis prof, pas sexologue, donc je l'ai appelé comme ça ma formation. Donc, comment répondre aux questions des jeunes en lien avec la sexualité? Donc, effectivement, vous êtes prof, pas sexologue, on a chacun notre métier. Par contre, je pense que c'est important de savoir que faut pas vous sous-estimer en tant qu'enseignant, enseignante. Vous avez déjà la capacité de répondre à vos élèves. Maintenant, moi, mon travail, c'est de vous donner des outils pour répondre euh, à des questions qui sont peut-être un peu plus délicates que ce que vous côtoyez là, à tous les jours. Donc, premièrement, démontrer de l'ouverture, même si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec la question. Qu'est-ce qui arrive quand les jeunes vous posent une question liée à la sexualité? Souvent, on va figer. On ne sait pas c'est quoi la bonne réponse. On ne sait pas comment dire à nos élèves qu'on ne le sait pas, puis on est un peu pris au dépourvu. Quand on démontre quand même de l'ouverture, donc quand on accueille la question, ce que ça fait, c'est que les élèves vont savoir que leur question est normale puis qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc, c'est vraiment une bonne première étape. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise avec la question, faites seulement accueillir la question, comprendre ce que le jeune ou la jeune vous pose comme question. Et déjà ça, c'est une super bonne première étape. Je continue. Ça va probablement répondre, faire la suite avec cet premier élément. Deuxième chose, ne jamais forcer un ou une élève à parler. Donc, c'est des sujets qui sont délicats, autant pour vous que les élèves. Il y a des élèves qui participent beaucoup, qui questionnent beaucoup, et il y en a qui questionnent moins et parlent pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ces élèves-là n'écoutent pas. Souvent, c'est ces élèves-là qui écoutent le plus. Quand on fait des rétroactions, des évaluations d'une activité, c'est là qu'on voit que les élèves qui ne parlaient pas beaucoup, qui ne participaient pas beaucoup, qui ont vraiment bien compris, en fait, puis qui font beaucoup d'introspection. Voilà, donc aller à leur rythme, finalement, avec les élèves. Ne pas éviter les questions et les prendre au sérieux. Donc, normalisez les questions, puis dites que vous allez faire de votre mieux pour répondre. Donc, ça vient un peu au même à la première question, donc de démontrer de l'ouverture et prendre l'élève au sérieux, hein, parce que les élèves, parfois, ils posent des questions, puis vous allez peut-être être surprise de la façon que l'élève formule la question, de pourquoi l'élève veut savoir ça, c'est-tu pertinent? Donc, toujours prendre les questions au sérieux, puis leur dire, en fait, être honnête. Donc, si vous ne savez pas quoi dire, c'est correct. Vous pouvez dire à l'élève, écoute, pour l'instant, je ne le sais pas. Tu me prends un peu au dépourvu, dites-le. Là, on parlait de français, là, tu me poses cette question-là. C'est vraiment correct, c'est tout à fait normal que tu te questionnes, mais tu me permets-tu de noter ta question? Puis je vais m'informer puis te revenir là-dessus. Donc, soyez honnête avec vos élèves. Je pense que c'est ça le plus important. Si la question a été posée en groupe, vous pouvez vous permettre de revenir en groupe. Donc, si l'élève vous a posé une question en levant sa main, tout le monde est au courant. C'est correct de revenir. Hey, la gang, je voulais revenir sur la question de, je ne sais pas moi, Amélie, sur la masturbation. J'ai été chercher l'information. Voici la bonne réponse ou la réponse la plus idéale là, à votre question. Si par contre l'élève, évidemment, vous a posé la question individuellement, c'est important de prendre cet élève-là, là, seul à seul, pour répondre à sa question. Encore une fois, vous êtes vraiment une ressource de confiance pour les élèves, donc c'est important de respecter ça. 4, ne jamais accepter de discrimination. Donc, parfois, avec les questions, comme je vous disais, on est pris au dépourvu, on ne sait pas quoi répondre. Et les élèves, parfois, ça les fait rire. Quand on parle de sexualité, ça les fait rire. Donc, le niveau de maturité entre les élèves n'est pas toujours le même. Et parfois, quand ils vont trouver ça rigolo, c'est normal, hein, ça fait réagir, autant au primaire qu'au secondaire. Par contre, il y a des élèves qui vont être un peu plus provocateurs dans leur façon de réagir. Donc, en faisant, par exemple, des blagues sexistes, des commentaires homophobes, des commentaires racistes. Donc, ne jamais accepter ces commentaires-là. C'est super important pour garder le cadre respectueux de votre classe. Hein. Comme la sexualité, c'est un sujet qui est super tabou. C'est important que le cadre de la classe soit très structuré et respectueux. Donc, par exemple,
ben, il n'y a pas de recette miracle hein, pour en fait déjouer un peu cet élève qui tente de provoquer. C'est en fait d'être très clair et de le recadrer immédiatement. Donc, aussitôt que vous entendez un commentaire qui est discriminatoire, vous recadrez. Donc, par exemple, en disant je vais juste m'arrêter ici. Donc, ce que tu viens de dire, ça n'a pas sa place en classe. Puis ça ne sera jamais accepté ici. La discrimination est interdite à l'école, puis c'est écrit dans ton code de vie. Donc là, maintenant, je t'avertis, ces commentaires-là ne seront pas acceptés dans cette classe. Merci. Puis vous continuez. Donc, c'est important que ça soit très, très clair là, pour garder ce climat respectueux. Numéro 5, ne pas, ne pas se projeter soi-même. Donc, c'est intéressant, celle-là, parce qu'en fait, parfois, hein, à l'insu de nous-mêmes, on va un peu condamner certaines choses ou donner l'impression que certaines choses ne sont pas normales, même si c'est pas ce qu'on veut faire, en fait. Donc, c'est un peu contre nous. Donc, par exemple, ben, c'est tout à fait acceptable qu'un élève soit vierge, puis c'est tout à fait acceptable qu'un élève ait plusieurs partenaires sexuels. Donc, parfois, dépendamment de nos valeurs, puis de où nous, on se place là-dedans, ben, parfois, on peut laisser entrevoir à la personne, ah, OK, tu sais, faire des réactions. Donc, c'est important de ne pas se projeter, de ne pas laisser transparaître ses valeurs ou de parler de ses propres expériences. Donc, il faut être capable de lancer des débats entre les élèves, mais de vraiment rester le plus neutre possible, parce qu'au final, la sexualité, hein, c'est quelque chose qui est super personnel. Puis, ben, les élèves, en faisant des débats, puis en se questionnant, ben, euh, ils sont capables de finalement de développer leur esprit critique. C'est ça qu'on veut hein, finalement avec la sexualité. Le 6e élément, c'est recadrer les questions qui contiennent des descriptions personnelles. Donc là, je vais juste tenter de nuancer cet élément-ci. Donc, les élèves ont le droit de se dévoiler. Les élèves ont le droit de nommer des choses qui les inquiètent dans leur vie personnelle. Par exemple, ils s'inquiètent d'une relation amoureuse. C'est normal, même que parfois, le fait d'en parler en grand groupe, hein, ça peut normaliser parce qu'il y a peut-être d'autres personnes dans la classe qui vivent la même situation. Le moment où c'est le temps de recadrer, c'est par exemple si un élève va faire des descriptions super précises de quelque chose de très précis et très personnel, par exemple, décrire la façon que la personne se masturbe, décrire son éjaculation. Donc ça, c'est des choses qui, même s'ils sont super normales, ça peut devenir un peu difficile à gérer en classe, hein, puis c'est plutôt de l'ordre de l'individuel de répondre à des questions qui sont beaucoup plus précises comme ça. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, vous pouvez arrêter l'élève puis lui dire ta question est super valide, mais on va essayer ensemble de la formuler d'une autre façon, sans nécessairement décrire toutes les situations en détail que ce que tu es en train de raconter en ce moment. Puis là, vous pouvez relancer la personne en disant j'ai l'impression que tu te questionnes sur la masturbation, sur l'éjaculation. Comment tu pourrais formuler ta question différemment pour être sûr que ben, ça concerne tout le monde, hein? Donc, ça peut être une façon de recadrer la personne, mais tout en la validant puis en disant que c'est normal de se questionner. Donc, je ne sais pas si vous comprenez tout à fait ma nuance, mais c'est vraiment pas pour dire que les élèves ne peuvent pas parler de choses qui sont plus personnelles. C'est à ça que ça sert, là, les cours d'éducation à la sexualité. Ça crée souvent des super beaux échanges. C'est vraiment intéressant de faire ce genre de débat en classe ou de discussion super pertinent. Utiliser, oups, une belle petite faute, mon, mon clavier écrit en anglais. Donc, utiliser les approches suivantes. Donc, l'approche inclusive. L'approche inclusive, en fait, c'est... puis, en fait, là, ce que je vais vous parler, ça vient d'un webinaire que Idelo et une sexologue qui s'appelle Estelle Cazolet ont fait ensemble. Puis que Estelle, la sexologue, décrivait les approches qu'on peut utiliser en enseignement de l'éducation de la sexualité en milieu scolaire. Donc, je vous les décris en donnant les exemples qu'elle donnait que j'ai trouvé hyper intéressants. Donc, l'approche inclusive. Donc, si on part de la prémisse que tout le monde existe, ça veut dire qu'il peut avoir, par exemple, dans la classe, une personne qui est asexuelle, une personne qui est lesbienne, une personne qui est transgenre. Donc, ce qui est important dans l'approche inclusive ou qu'il faut retenir, en fait, c'est de donner des exemples qui sortent du normatif. Donc, arrêtez de donner des exemples papa, maman, chum, blonde. On sort de ça, on essaie de sortir du normatif parce que plus c'est inclusif, plus on donne d'exemples inclusifs, plus les jeunes vont se sentir concernés puis vont avoir envie de parler.
Donc, l'élève, par exemple, qui s'identifie comme trans ou qui s'identifie comme asexuel ou lesbienne, va avoir envie de poser des questions quand on utilise une approche inclusive. Donc, c'est super important. Puis je vous rappelle en fait que la diversité, c'est un fait, puis l'inclusion, c'est un choix. Donc, on peut choisir d'être inclusif. Ça nous demande juste certains petits changements dans notre quotidien, mais ça se fait vraiment bien. Ensuite, ben, l'approche sans jugement, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, que ben, on a été socialisés toutes d'une façon différente. On a des valeurs, des croyances qui sont là. Par contre, c'est important de respecter les choix des élèves. Donc, même si ce n'est pas les choix que vous auriez privilégiés, même si vous auriez envie de leur dire, ben non, on ne fait pas ça, c'est pas correct. Euh, Retenez-vous, c'est vraiment quand on est dans le sans-jugement, on accueille, puis on part avec ce que l'élève connaît, puis on part de là. OK? Donc, je donne un exemple que Estelle donnait dans la vidéo. Une infirmière scolaire qui reçoit une élève là, euh, dans son bureau. Puis l'élève dit que, bon, elle se masturbe souvent, c'est quelque chose qui lui arrive fréquemment, puis que là, récemment, elle a commencé à se masturber avec une bouteille en plastique. Ça, c'est une adolescente là, qui pose cette question-là. Et puis là, elle demande, ben, ça glisse pas bien, ça rentre pas bien, je suis pas tout le temps confortable là-dedans. Donc là, l'infirmière, quand on est dans une approche sans jugement, ben, l'infirmière va répondre à l'élève plutôt que de lui dire, ah ben, tu devrais pas te masturber avec une bouteille, c'est pas super sécuritaire, etc. Donc là, l'élève pourrait se sentir jugé. À ce moment-là, l'infirmière, ce qu'elle a fait, c'est seulement ben, lui dire peut-être que si tu mettais un condom sur la bouteille, peut-être avec du lubrifiant, ça pourrait être un peu plus facile. Donc, évidemment, dans cette situation-ci, ça ne veut pas dire qu'on est en accord ou en désaccord, mais ce que ça montre, c'est que l'infirmière est partie de ce que l'élève lui amenait et a tenté avec elle de trouver une solution qui serait peut-être plus euh, avantageuse pour l'élève sans qu'elle se fasse mal finalement. Puis l'élève est repartie heureuse avec ça. Donc, évidemment, l'infirmière aurait pu aussi lui donner de l'information. Donc, ça, on passe à l'approche réduction des risques. Donc, quand on est dans cette approche-là, on aide la personne à reprendre le contrôle sur sa vie, on est dans le sans-jugement, puis on accompagne plutôt que de dire les choses qui sont à faire. Donc, dans cette situation-ci, l'infirmière a utilisé non seulement l'approche sans jugement, mais aussi à la fin, aurait pu utiliser l'approche de réduction des risques en fournissant de l'information. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les conséquences qui sont dommageables sans juger la personne, puis sans lui dire quoi faire. Donc, l'infirmière aurait pu dire, est-ce que tu connais aussi d'autres méthodes pour te masturber, d'autres objets qui pourraient aussi te donner du plaisir, puis peut-être parler avec elle de certains jouets sexuels ou des choses peut-être plus faciles d'utilisation, disons. Donc, ça aurait pu être une façon de réduire là, les risques sans apporter de la honte à la personne. Puis, tu laisses la personne décider. Voici les informations. Ensuite, je te laisse là, choisir ce qui est le mieux pour toi, pour ta vie à toi. Donc, et finalement, je termine avec formuler les bonnes questions. Donc, quand les élèves vous questionnent, vous pouvez poser la question, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu connais déjà sur le sujet? Parle-moi plus de telle chose. Dis-moi tout sur telle chose. Donc, ça peut être, surtout les deux dernières questions, pour les enfants plus jeunes au primaire, ça peut être très intéressant de les utiliser parce que ça devient des questions qui sont non suggestives. Mais toutes ces questions sont super bonnes à utiliser dans tous les contextes avec les élèves. Finalement, à ne pas oublier, vous n'avez pas à connaître toutes les réponses. C'est normal de ne pas savoir. C'est normal de. Puis soyez honnête avec ça, comme je disais tantôt. Vous ne le savez pas, mais revenez avec une réponse. Vous n'avez pas à travailler plus que les élèves. Donc, les questions que je vous ai dit juste avant, c'est des questions que vous pouvez formuler et les élèves vont vous parler. Donc, vous n'avez pas à travailler plus qu'eux dans l'information que vous donnez. Puis finalement, bien, n'oubliez pas de référer. Il y a des professionnels à l'école, mais il y a aussi moi à qui vous pouvez poser des questions ou référer. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, et voilà. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon restant de journée. Puis, je continue à vous préparer d'autres vidéos. À plus!